Cette semaine à Infotémis, suivi des activités de la station de recherche de l'agroalimentaire de l'Abitibi-Témiscamingue. Et puis on achève cet épisode avec mon entretien. Je vous parle de mon expérience à TV Témis car je m'en vais. Bonjour et bienvenue à TV Témis. On se trouve aujourd'hui avec Vincent Poirier. Merci d'être venu. Avec plaisir. Donc, tu es professeur en sciences du sol à l'UQAT et directeur scientifique de l'unité de recherche et de développement en agroalimentaire en Abitibi-Témiscamingue. C'est ça? Depuis combien de temps? Exact. Depuis 31 janvier 2017, mon entrée en fonction comme professeur, mais je suis arrivé au Témiscamingue au printemps 2016. D'accord. Où j'avais à l'époque un poste de ce qu'on appelle stagiaire postdoctoral. D'accord. Ça te plaît? Oui, vraiment, c'est une région... je ne suis pas originaire de l'Abitibi-Témiscamingue, donc je ne connaissais pas du tout le Témiscamingue avant mon arrivée. Et ça a été pour moi vraiment une révélation. Là. Donc, je t'ai invité parce que je voulais faire un suivi avec toi des projets de la station de recherche en agroalimentaire de l'Abitibi-Témiscamingue. Mais j'aimerais d'abord que tu commences à me dire comment ça se passe une journée de travail quotidienne pour toi. Qu'est-ce que tu fais de ta journée? Qu'est-ce que je fais de ma journée? Bon, je commence par me faire un café. Souvent, c'est le début de ma journée. Le travail de professoral, c'est un mélange de beaucoup de choses. Il y a un travail très, je dirais, avec l'ordinateur. Donc, une grande partie de mon travail, c'est du travail informatique, si on peut dire. Là. Autant dans l'analyse de données, les suivis, il y a des tâches administratives, tout ça. Puis, pour chacun des projets, parce que chaque étudiant, c'est un projet de recherche, il y a un accompagnement au laboratoire, il y a de la récolte de données sur le terrain, il y a des analyses, puis après ça, il y a le traitement de ces résultats-là. Donc moi, j'accompagne les étudiants dans chacune de ces étapes-là. Puis je participe aussi aux travaux sur le terrain, aux travaux de labo. Donc c'est ça, c'est un peu de tout, là, si je peux dire. Là. Mais les quatre, on classe le travail professoral en quatre grandes catégories. Là. Il y a l'enseignement, la recherche, l'administration, les tâches administratives, puis ce qu'on appelle le service à la collectivité. Donc, quand, par exemple, on est amené à réviser un article scientifique, faire partie d'un comité pour une soutenance de thèse de doctorat, donc ça fait partie de ce qu'on a du service à la collectivité. D'accord. Et par curiosité, est-ce que ta façon de travailler a changé avec la COVID? Est-ce que vous avez dû adapter certaines manières de faire? Oui et non. Oui, parce que c'est certain qu'on a dû s'adapter au laboratoire. Heureusement, étant donné qu'on était une institution d'enseignement, on a pu donc assez rapidement là, retourner au labo avec des mesures de distanciation, masques et compagnie, tout ça. Donc, on a été capable de s'adapter. Mais j'étais assez habitué aussi en mode télétravail parce que j'enseigne à distance depuis le début. Puis, donc, tu sais, j'étais familier avec les rencontres Zoom. Donc, pour moi, ça n'a pas trop bousculé là, mes façons de faire. Mais c'est certain que ça serait faux de dire que ça n'a rien perturbé. C'est sûr. Est-ce que tu peux nous rappeler l'historique de la station ici à Notre-Dame-du-Nord, donc sa date de création et pourquoi elle a été créée ici et pas ailleurs? Alors ça, c'est une très bonne question. La station a été créée en 2011. Donc moi, je n'étais pas là à l'époque. Hein. Je suis arrivé ici, comme je l'expliquais, printemps 2016. Donc les informations que j'en ai, c'est ce qui m'a été légué, si je peux dire, là, par Carole Lafrenière, qui était ma prédécesseure et celle qui m'a recruté à l'époque. Donc, la raison particulière là, pour laquelle la station a été construite à Notre-Dame-du-Nord, c'est un positionnement stratégique pour être assez près de l'Ontario avec qui on collabore. Il y a des essais à New Liskeard, il y a une ferme expérimentale de l'Université de Guelph. Et donc, il y a des relations de recherche avec des gens de ce côté-là. Pas tellement loin du campus principal qui est à Rouyn-Noranda.
Et donc, puis en même temps, un ancrage au Témiscamingue aussi. Donc, c'est une espèce d'équilibre là, entre un positionnement stratégique, Ouais. localisation, distance, puis aussi une volonté de s'assurer qu'on dessert les gens de l'Abitibi et du Témiscamingue, hein, parce que c'est l'Université du Québec C'est les en deux. Abitibi-Témiscamingue. Donc, il y avait ce souci-là, je pense aussi, de se positionner à un endroit où on allait pouvoir rayonner dans les différentes MRC de la région. D'accord. Et au-delà de sa position stratégique, est-ce que cette station se distingue des autres stations de l'UQAT d'une manière ou d'une autre? Peut-être l'architecture, l'équipement? Oui, à plusieurs égards. Bon, d'ailleurs, c'est la seule station avec une vue aussi magnifique qu'il y a sur le lac Témiscamingue. Ça, c'est mon jugement personnel. Mais bon. L'université est propriétaire du bâtiment aussi. Donc, ce n'est pas un bâtiment qu'on loue, comme c'est le cas ailleurs, dans d'autres endroits. Et donc, ça, c'est une particularité. L'université est propriétaire d'autres bâtiments, là. Elle ne fait pas que louer, là. Mais une des particularités de la station à Notre-Dame-du-Nord, c'est que l'université en est propriétaire. Ok. C'est un bâtiment écologique aussi, donc on a une certification LEED, si ma mémoire est bonne. On a un système de géothermie. Le bâtiment est construit avec une structure en bois. Je ne pourrais pas vous donner tous les détails de la conception architecturale. Ouais. Mais donc, il y a ce souci-là d'avoir un bâtiment écologique. Quoi d'autre? Au niveau des laboratoires, on est vraiment très, très bien équipés. On a vraiment un laboratoire très, très performant en termes d'analyse, de chimie analytique. Donc, on reçoit des échantillons aussi, beaucoup de collègues Ok. de l'université pour faire certaines analyses là, chez nous. Là. Ok. Et est-ce que tu peux me dire approximativement combien d'élèves fréquentent l'établissement? Oui, je voudrais qu'à l'heure actuelle, dans mon groupe de recherche, il y a environ une dizaine d'étudiants. Je pense que le nombre exact, c'est 11. Puis, la raison pour laquelle la réponse est floue, c'est parce que le groupe est très dispersé. Donc, il y a des étudiants qui viennent faire un travail de laboratoire pendant 2 semaines, par exemple. Il y en a qui viennent 3 mois. Il y en a qui sont installés ici pour 3 ans. Donc, le niveau de fréquentation varie. En ce moment, il y a 4 étudiants qui sont présents au quotidien. Là, je prends de l'avance, là, je dis 4 parce que j'ai un étudiant qui arrive la semaine prochaine. Donc, Ok. donc, il y a 4 étudiants qui sont donc régulièrement avec moi à la station. J'ai des Tous étudiants... au niveau de doctoral? Non, il y a des étudiants à la maîtrise et au doctorat. Ok. Il y a les deux. J'ai des étudiants qui sont, par exemple, en co-direction avec d'autres professeurs de l'UQAT, qui sont basés à Amos, par exemple, mais qui vont venir à Notre-Dame-du-Nord faire des analyses particulières qui sont plus proches de mon expertise. Et il y a aussi des étudiants qui sont à distance. On donne un micro-programme, donc on a environ une dizaine d'étudiants actifs qui, eux, sont dans les régions, différentes régions du Québec, mais qui suivent les cours chez nous, exactement. Donc, c'est un équilibre entre une présence physique puis une présence virtuelle, disons-le comme ça. D'accord. Et j'ai écouté ta dernière chronique que tu donnais, je crois, il y a quelques jours, il n'y a pas longtemps, et tu mentionnais des bonnes nouvelles au niveau du financement. Est-ce que tu peux nous expliquer? Certainement. On a obtenu un financement, un très gros financement d'un projet de 1 270 000 qui a été obtenu par l'UQAT, enfin, avec moi en tant que demandeur principal. Donc, il y a une équipe là, derrière moi, bien sûr. Là, il y a plusieurs professeurs d'autres universités, il y a des partenaires, tout ça. Donc, c'est une très, très belle nouvelle là, qui va nous permettre vraiment de développer le secteur d'activité. Le projet porte sur les services écosystémiques rendus par les grandes cultures biologiques dans les régions périphériques du Québec. D'accord. Et ça faisait longtemps que vous étiez en attente de ce financement? Vous avez déposé la demande? Étonnamment, ça s'est fait assez rapidement dans le cas de ce projet-là, parce qu'habituellement, on va déposer une demande et il faut compter 6 à 9 mois d'attente avant d'avoir la réponse. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va avoir la demande. Hein. Les taux de succès varient aux alentours de 30 %. Donc, on est
plus souvent refusé qu'accepté, si je peux dire. Mais dans le cadre de ce projet-là, le concours a été lancé en novembre. La date de dépôt était en février. Et puis, on a eu l'annonce officielle le 31 mars. Et là, il y avait un embargo sur la nouvelle, donc on ne pouvait pas partager exactement l'information. Et là, depuis que l'embargo est levé, bien, maintenant, on est en mode démarrage de projet. Là. OK. Très bonne nouvelle. Excellente nouvelle. Parlons maintenant de développement agricole dans la région. Donc, en 2022, quelles sont vos priorités actuelles au niveau de la recherche? Alors, on a identifié deux grands axes de recherche. On a fait une refonte, en fait, de notre plan de développement. Et on a donc deux grands axes qui est production végétale éco-responsable, puis production animale éco-responsable. Donc, il y a cette volonté-là d'accompagner les entreprises dans une transition, si je peux dire, pas nécessairement vers un label particulier, mais beaucoup plus dans comment on peut faire pour concilier à la fois la rentabilité et j'appelle ça la rentabilité écologique et économique aussi. T'sais. Donc, c'est l'idée derrière tout ça, de mieux étudier l'ensemble des services écosystémiques qui sont rendus par l'agriculture. Produire des aliments, oui, mais l'agriculture a beaucoup plus de bénéfices que uniquement produire des aliments. Oui. Le sol va filtrer l'eau, les plantes fixent du CO2, ainsi de suite. Donc, c'est dans cette optique-là d'aller vers des pans de recherche, ce qu'on a trouvé comme thème, donc éco-responsable, qui reflète, qui est très inclusif là, pour moi. C'était ça la volonté aussi, c'était de ne pas se cantonner à uniquement un type de production ou un type d'agriculture, puis d'essayer d'être beaucoup plus inclusif. Parce que ce qui est bon, par exemple, pour le biologique peut être aussi bon pour le conventionnel. Donc, il y avait ce souci-là de ne pas exclure la personne dans notre réflexion. D'accord. Et depuis ton arrivée à l'UQAT, et maintenant notamment plus récemment que tu es directeur, est-ce que tu as vu des avancées qui sont notables? Et est-ce qu'il y a aussi des lacunes que tu observes? Des avancées, oui, je vous dirais, c'est certain qu'il y en a. C'est sûr que la recherche, ça avance pas très vite, hein, parce qu'à partir du moment où on va sur le terrain, on récolte des données, là, il faut analyser. Il faut publier. Donc, c'est un processus qui est très, très long. Puis, comme je disais tout à l'heure, des fois, on manœuvre beaucoup plus avec des taux de rejet élevés que des taux de succès élevés. Donc, oui, on a vu certainement des avancées. Par exemple, on sait comment mieux gérer certaines cultures de couverture avec des projets qu'on a fait. On connaît mieux la capacité des sols à séquestrer le carbone, tout ça. Mais il y a beaucoup plus de questions que de réponses encore. Ouais. Puis ça, je pense que c'est la nature même de la recherche aussi. C'est chaque question qu'on creuse, on va en découvrir d'autres. Fait que il faut juste faire attention de ne pas se perdre là-dedans, puis de ramener aussi à, OK, qu'est-ce qui est utile pour les gens, pour la région. Puis, fait que je dirais, il y a beaucoup de questions encore par rapport à l'adaptation au changement climatique. Okay. Il y a des questions sur les enjeux de gestion de l'eau, les sécheresses, la modification aussi de la saison, ça modifie les fenêtres. Donc, est-ce qu'on va pouvoir augmenter la durée de la saison de croissance? Est-ce que les animaux vont pouvoir aller plus longtemps au pâturage? Donc, il y a beaucoup de questions. Puis pour répondre à ces questions-là, bien, ça prend des projets. Puis ça prend surtout des projets à long terme. Oui. Parce que souvent, les projets, 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est très court. Puis pour être capable de prendre des décisions puis de se projeter dans l'avenir, bien, ça prend des informations qu'on accumule dans le temps. Donc, c'est avec des expériences de plus longue durée là, qu'on va réussir à, disons, à répondre à certaines questions. OK.
Je suis curieuse de savoir comment vous gérez en tant que chercheur les rejets, justement, parce que pas tout est accepté. Ouais. Comment vous faites? Ça doit être très frustrant au final. En fait, rapidement, j'ai appris qu'il faut développer un rapport positif au rejet. Bon, c'est certain qu'il y a une déception, là, on ne va pas se dire le contraire, là. Mais il ne faut surtout pas laisser son ego prendre les devants. D'accord. Puis ça, c'est dangereux parce que c'est très compétitif en sciences. Il y a beaucoup d'ego en sciences aussi. C'est moi qui va publier les meilleures données, Mais donc, il faut vraiment tu sais, être très humble, je pense. Puis se dire que si on est rejeté, c'est pas nous personnellement qui est mauvais. Là. Tu sais, c'est le contexte, c'est la façon dont l'idée a été présentée, c'est la situation aussi, parce qu'une demande peut passer une année, puis la même demande l'année suivante, elle ne passera pas parce qu'il y a plus de monde, ou il y a, tu sais, les enveloppes, on est toujours sujet aux variations des budgets. Hein? Oui. On travaille avec des enveloppes gouvernementales, donc si cette année, il y a moins de fonds pour financer la recherche, ben tout le monde écope. Donc, fait que pour moi, moi, je me dis tout le temps que il y a toujours un leg de ce qu'on fait. Donc, si on écrit une demande, puis elle n'est pas financée, ben il y a moyen de la conserver pour recycler les idées plus tard, la retravailler à la lumière des commentaires pour la resoumettre l'année suivante. Puis c'est la même chose aussi avec les articles scientifiques. Des fois, on vient de publier dernièrement avec des collègues français, on a été rejeté 4 fois. Ah ouais? Ouais, dans 4 revues différentes. Avant que l'article finisse par trouver sa place. Puis d'une fois à l'autre, ben, les commentaires sont pris en considération. Puis on peaufine à chaque fois. Puis ça, c'est des travaux que j'ai faits que j'ai amorcés dès mon arrivée ici en 2017. Donc ça fait un moment. Fait que là, on va publier là, les résultats prochainement. Donc ne jamais abandonner. Non, puis donc c'est ça. Donc, fait que ça prend du temps avant de voir le fruit des efforts. Puis ça, ben les gens, ils en sont pas toujours conscients parce que, bon, le milieu de la recherche, le milieu académique, c'est un univers assez fermé. C'est pas... tant que tu n'es pas dedans, ben, des fois, tu ne connais pas toutes les petites subtilités. Donc, on parle de facilement, il peut s'écouler là, 5 ans, voire 10 ans même, entre le début d'un projet puis la publication. Il faut de la patience. Oui, ça prend beaucoup de patience. Okay. Dis-moi, que peux-tu me dire sur la qualité de nos sols ici au Témiscamingue? Alors, les sols sont vraiment de très bonne qualité. Il y a plusieurs paramètres. La qualité des sols, c'est un concept assez complexe, là, mais ça peut être lié à des propriétés chimiques, des éléments fertilisants, une espèce de fertilité, des éléments qui nourrissent la plante. Ça peut être des conditions physiques aussi. Donc, nous, au Témiscamingue, on a intrinsèquement des sols qui sont très fertiles parce qu'il y a beaucoup de sols qui sont très riches en argile. Et les argiles, ce sont des particules qui agissent un petit peu comme des aimants. Ils sont capables de retenir les éléments nutritifs que la plante a besoin. Calcium, magnésium, ainsi de suite. Donc, on a ces sols-là qui sont comme ça de façon naturelle à cause du type de dépôt qu'il y a dans la région. C'est des sols qui ressemblent à ceux qu'il y a dans les basses terres du Saint-Laurent. Donc, c'est des sols qui ont intrinsèquement un grand potentiel. Ce qui nous limite ou nous limitait, c'est beaucoup plus la fenêtre de la saison de croissance, qui est plus courte qu'au sud du Québec, bien sûr. Donc, c'est pour ça aussi qu'avec les changements climatiques annoncés, puis là, je dis bien annoncés, avec toute la variabilité, et la modélisation, elle donne une ligne directrice, mais avec une très grande marge d'erreur aussi. Donc, c'est pas une ligne droite, là. C'est comme ça. Court, c'est ça. Donc, avec les projections annoncées, moi, je pense qu'on est très bien placé ici avec des bons sols, avec une saison de croissance qui va gagner en ouverture, si je peux dire, pour développer peut-être des nouvelles cultures, des nouvelles variétés ou des nouvelles façons de faire aussi. Ce qu'il va falloir, c'est bien le faire, par contre. Parce que les sols qu'on a, oui, ils sont très... c'est des sols argileux qui sont intrinsèquement fertiles. Mais ils sont sensibles aussi, ils sont sensibles à la compaction, puis ça, les producteurs le savent bien aussi. Donc, il faut
faut faire attention de faire les choses correctement puis de prendre le temps aussi de bien développer les modèles. Puis c'est délicat. C'est toute la vision, tu sais, d'éco, de production éco-responsable là, dans lesquelles on s'aligne aussi, là. D'accord. Et qu'en est-il des productions biologiques versus les productions non biologiques? Bien, la grande différence entre les deux, c'est que les productions biologiques sont soumises à une certification et donc il y a tout un cahier de charges. Puis là, je ne connais pas tous les détails, là, mais ils doivent respecter des critères très, très précis. Puis c'est un thème qui est contrôlé. Donc, quelqu'un pourrait faire exactement la même chose que ce qui est inscrit au cahier de charges, mais ne serait pas dite biologique parce qu'elle n'a pas la certification de tel organisme reconnu. Donc, pour moi, la distinction principale au niveau de l'appellation, c'est ça, c'est qu'il y en a une qui a une certification, alors que les autres types de production n'en ont pas. En fait, c'est pas vrai. Il y a d'autres types de certifications comme agriculture raisonnée, par exemple, fait qu'il y a plusieurs thèmes là, dont je ne connais pas tous les détails, là. Mais puis, ben, la production, un des critères importants en production biologique, c'est on n'utilise pas d'engrais de synthèse. On n'utilise pas non plus de produits phytosanitaires. Puis comme je vous dis, là, je ne connais pas tous les détails des cahiers de charges qui doivent être respectés, là. Mais c'est une des grandes distinctions entre les deux, c'est ça. Est-ce que tu sais le ratio au Témiscamingue de production biologique versus les non biologiques? Est-ce qu'on en produit beaucoup des produits organiques? En fait, les chiffres en détail, je ne les connais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de développement. Vraiment, les productions sont en croissance. Si ma mémoire est bonne, là, on parlait comme 1200% de plus de superficie en production bio versus avant. Donc, c'est une production qui est en émergence, vraiment. D'accord. C'est un mode de production aussi qui a été mis de l'avant dans la planification de la MRC Témiscamingue aussi, donc de cette volonté-là de favoriser les agricultures dites innovantes. Puis, ben, l'agriculture biologique en fait partie. Donc, on a vraiment un territoire aussi avec des terres disponibles où il y a du potentiel pour produire des grains de qualité aussi. Est-ce que tu peux me parler de l'utilisation et la conservation des fourrages pour l'alimentation des animaux? Bon, je peux pas en parler beaucoup parce que c'est pas mon domaine de recherche. C'était beaucoup celui de Carole, qui était ma prédécesseur. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'on a un micro-programme en agriculture fourragère que Carole a développé et dont j'ai repris le relais là, pour, disons, la coordination, là. Et donc, ce micro-programme-là, ben, un de ses objectifs, c'est de faire ce transfert-là de connaissances par le biais des cours sur la production des fourrages, la conservation, tout ça. Dans le cadre de ce micro-programme-là, moi, j'ai créé un cours sur les sols, les systèmes fourragers, parce que les productions fourragères, c'est très important, autant pour le territoire que partout au Québec. C'est des plantes pérennes, donc qui restent à l'année et non qu'on ressème à chaque année. Donc, tout ça pour dire que c'est une thématique de recherche quand même très importante qui a servi aussi à construire beaucoup tout le développement de la recherche chez nous, puis qu'on poursuit là, avec nos activités actuelles et futures. Et que peux-tu me dire sur la séquestration du carbone et les relations entre les processus du sol et les racines des plantes? Ah ben là, je peux en dire beaucoup plus parce que c'est mon domaine de recherche. La séquestration du carbone dans les sols, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un peu l'action de prendre le carbone dans l'air, puis de le retirer de l'air par le biais de la photosynthèse des plantes. OK? Bon, la plante, elle fait sa photosynthèse. Donc, quand elle fait sa réaction de photosynthèse dans la feuille, elle va absorber du CO2, du dioxyde de carbone, et le carbone, il est là. Donc, il est dans la molécule CO2, donc le C, c'est le carbone. Alors, la plante va prendre le carbone et avec la lumière et avec l'eau, ça va fabriquer des sucres.
Mhm. Donc, et ces sucres-là, ils vont servir à faire des nouvelles structures, feuilles, tiges, racines, fleurs, fruits et ainsi de suite. Et donc, une fois que le carbone il est dans la plante, ben là, il n'est plus dans l'air. Mhm. OK? Il est fixé dans la plante. Et quand on dit séquestrer le carbone, ça veut dire qu'on le piège, ce carbone-là, dans le sol pour éviter qu'il ne retourne dans Dans l'air. l'atmosphère. Exactement. Parce que quand la feuille, par exemple, quand l'arbre va perdre sa feuille, ben, la feuille va se décomposer. Mhm. Puis le carbone qui était dans la feuille, lui, il va retourner tranquillement là, avec les années en CO2. Mhm. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est d'essayer de le piéger dans le sol pour qu'il reste là le plus longtemps possible. OK. Mais ça n'est jamais permanent. OK? Ce qu'on va chercher à le piéger le plus longtemps possible, ça peut varier entre quelques années à quelques centaines d'années même. Mhm. Et le rôle des racines, des plantes, c'est justement d'être plus efficace, si je peux dire, dans cette capacité à piéger le carbone, d'aller le déposer plus profondément dans le sol, Mhm. faire en sorte qu'il se décompose moins aussi, puis nourrir toute la vie microbienne du sol. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Comme quoi, oh, vous avez travaillé sur plein de choses intéressantes, c'est super. Et du coup, ton équipe va-t-elle s'agrandir? Vous cherchez des gens pour compléter l'équipe? Oui, on est en effervescence avec le financement qu'on a eu, avec le développement du laboratoire d'analyse, avec les collaborations. Donc, il y a un poste actuellement là, on est à la recherche d'un chimiste. Il va y avoir des affichages pour bonifier les rangs de l'équipe professorale, bonifier les rangs de l'équipe professionnelle aussi, tout ça. Donc, dans la prochaine année, même dans les 2 prochaines années, là, on devrait vraiment exploser, là, souhaitons-le. Là, c'est vraiment ça la volonté. Puis on a beaucoup de support de la haute direction de l'université pour nous appuyer dans ce développement-là parce que ça ne repose pas sur les épaules d'une ou 2 personnes. Hein. Donc, c'est important d'avoir un support au niveau du développement. Puis l'UQAT nous appuie beaucoup. On vous souhaite un très bon essor du coup et un bon développement. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, Vincent. Ça me fait plaisir. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Alors, pour terminer ce dernier bulletin de Infothémis, nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui notre journaliste à TV Témis, Madame Charlotte O'Haraud. Bonjour, Charlotte. Salut, Marco. Ça va bien? Ça va bien. Ça fait bizarre d'avoir échangé les rôles. Je suis jamais assis à cette place d'habitude. D'habitude, c'est moi qui pose des questions, mais c'est sympa. Est-ce qu'on est nerveux ou nerveuse quand on est assis dans ce siège? Je pense que oui. Hein, quand on n'a pas l'habitude, c'est vrai, avec les caméras, c'est un peu intimidant. Après, bon, moi, je commence à avoir l'habitude, c'est sûr, mais répondre aux questions, se dire, oh là là, qu'est-ce qu'il va me demander? C'est sûr que c'est peut-être certaines personnes ont plus de facilité que d'autres. OK. Ouais. Dis-moi, c'est ta première expérience, toi, au niveau du télévisuel, donc Exactement. du journalisme télévisuel. Avant, tu étais dans le journalisme écrit, Exactement. recherche écrit. Alors, qu'est-ce qui est différent cette fois-ci? Bon, on comprend qu'on est à la télévision, mais peut-être dans le cadre de ton travail, dans ta façon de faire les choses, qu'est-ce qui est différent? D'accord. Alors déjà, je voulais te remercier parce que c'est grâce à toi que j'ai eu cette première expérience. Et tous les journalistes commencent toujours par l'écrit. Hein. C'est la base pour être un journaliste. On nous apprend à écrire d'abord avant de faire autre chose, que ce soit radio ou télé. Et au final, la base elle-même est la même. On commence par faire des entretiens, chercher des idées de sujets. Donc la recherche avant la production est pareille, mais c'est la production qui est vraiment différente. C'est là comment on va raconter l'histoire, en fait. Et donc la base est pareille, mais la production, elle va être différente. Et c'est super sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je n'avais pas d'expérience avec la télé. J'étais nerveuse les premières fois devant la caméra aussi. Mais j'ai beaucoup aimé rencontrer donc, les personnes, discuter avec eux. C'était pas live, bien sûr, mais devant la caméra et avoir ce dialogue, en fait, que pour les autres, pour voir aussi. Je trouve que c'est authentique, en fait, de voir les gens en vidéo, leurs gestes, tu sais, quand on parle et tout. Ça donne quelque chose qu'on n'a pas à l'écrit. Et ça, donc c'est une autre forme de journalisme que je trouve super intéressante, en fait. Est-ce que ça vient amplifier peut-être aussi
le message que tes interviewés ont vis-à-vis les différents sujets, considérant que c'est soit on les lit, c'est soit on les écoute. Oui, tout à fait. Moi, je pense que ça vient amplifier et même modifier le message parce que le médium n'est pas le même. Et je trouve que de plus en plus de gens, avec les nouvelles technologies, la vidéo leur parle plus. Ils voient plus l'histoire, ils captent plus l'histoire en vidéo qu'à l'écrit. Ça dépend des personnes. Oui. Il y a des gens qui sont très confortables pour lire les histoires et d'autres personnes, ils préfèrent regarder le visuel parce que justement, ils voient les personnes, les gestes et les expressions. Donc, je suis sûre que ça a beaucoup d'impact. Ouais. C'est pas la même manière de raconter les histoires et ça change même le message. C'est bien dit, ça. Je posais la question, voici pourquoi. C'est parce que je me suis posé la question, si tu fais une interview avec quelqu'un, puis que c'est apparaître dans un journal, ça se peut-tu que ton invité soit moins nerveux ou moins nerveuse que si cette personne-là passe de devant la télévision? C'est pour ça que j'essayais de faire un parallèle avec ce qu'on disait au tout début. Tout à fait. En comparaison, moi, je me rappelle quand j'écrivais, du coup, et j'avais mes interviews, les gens étaient très à l'aise parce qu'ils étaient là. D'ailleurs, ils me demandaient, genre, je vais pas passer à la télé, hein, très nerveux, tu sais. Genre, je dis, non, non, bah, moi, j'écris seulement, je suis journaliste pour les journaux. Ouais. Et maintenant, quand c'est ici, du coup, à TV Témis, les gens étaient là, genre, ah, mais il faut passer à la télé? Ah non, mais moi, je suis pas confortable, Ouais. je sais pas comment faire et tout. Alors qu'il y a des gens qui adorent ça aussi. Il y a des gens qui sont là, ah, mais oui, mettez-moi une caméra, je suis à l'aise, il n'y a aucun problème et tout. Mais tout de suite, c'est sûr que c'est une étape supplémentaire. Ouais. Les gens, ils se disent, ah, tout le monde va me voir. Et ça les rend nerveux. Ça va avec la personnalité aussi, je pense. Alors, question de personnalité, je vais juste revenir en arrière parce que ma première question aurait été, et ma première question, c'est aussi, il faut que je le dise, on va être honnête, c'est une entrevue qu'on fait avec notre journaliste, mais je vais vous partager un petit quelque chose. Notre journaliste m'a partagé quelques-unes de ses questions, imaginez-vous donc. Et moi, j'en avais préparé quelques-unes, pas beaucoup, mais quelques-unes aussi. Alors, si vous voulez, on va reprendre depuis le début. Puis au début, alors, il y a beaucoup de personnes qui t'ont vu durant ton passage à TV Témis. Beaucoup de personnes qui ont regardé Info Témis. Et on te remercie pour ça parce que tu as fait un travail extraordinaire en Merci, passant. Marco. On en a entendu souvent parler. Ça, on est content de ça, bien évidemment. Mais on voit une personne, on voit une journaliste, mais qui est cette personne dont on n'avait jamais vu le profil avant? Donc, qui est Charlotte O'Haraud? Voilà ma véritable première question, D'accord. qui est aussi la question de Charlotte. Bah, je suis Charlotte O'Haraud, donc je viens de l'île de la Réunion, donc c'est une île française. Pour comparer, j'ai dit toujours aux Québécois, c'est comme Saint-Pierre et Miquelon, mais en Afrique. Donc ils sont français au Canada, mais nous on est en Afrique, on est français. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, donc je suis journaliste, ça fait maintenant bientôt 2 ans que je suis journaliste. C'est ce que j'ai étudié également. J'ai étudié en Afrique du Sud d'ailleurs où je voulais apprendre l'anglais parce que je parlais français bien sûr, mais pas anglais encore. Et moi, ça fait longtemps que je voulais venir vivre au Canada. Donc c'était un projet que j'avais depuis 2019 parce que j'avais fait un échange universitaire à Vancouver et j'étais tombée amoureuse du pays. Même si je sais que l'Ouest et l'Est, c'est très différent, on s'entend. Tout à fait. Où à Vancouver? À quelle université? University of British Columbia. Ah, UBC! Exactement. Oh, C'était le fun. Quel merveilleux choix. Exactement. J'étais super contente parce que j'ai reçu une bourse pour aller faire un semestre là-bas. Et c'était bien sûr avant la Covid. Alors, tout était ouvert. Et tu sais, nous, les étudiants étrangers, quand on va dans un autre pays, on fait un peu surtout la fête. On étudie, mais on fait surtout la fête. Et on voyage beaucoup. Ouais. Et du coup, j'en ai gardé une expérience incroyable. Je suis revenue en Afrique du Sud pour finir mes études. Et je me suis dit, ben, moi, je vais retourner au Canada. C'est sûr. En plus, je sais qu'on m'a dit qu'ils ont besoin de main-d'œuvre. Il devrait avoir moyen que je puisse revenir. Ouais. D'autant plus que je parlais anglais et français. Uh-huh. Puis, il y a eu la Covid. Donc, tous mes plans sont tombés à l'eau. Et mon arrivée au Canada a été retardée de 2 ans. Comme beaucoup de gens, leurs plans ont été retardés avec la Covid. Mais j'ai enfin pu venir jusqu'ici au Québec, grâce à toi, grâce au job que tu m'as proposé. J'ai eu 2 ou 3 offres, mais pas ici. Hein. Il y en avait une en Alberta. Et je me suis dit, je connais déjà l'Ouest. J'étais jamais allée au Québec. Et je trouve qu'en tant que Française, c'est un scandale. Ne pas aller dans le seul endroit où... Enfin, c'est pas le seul endroit où on parle français, mais
majoritairement française, Ouais, c'est en le Amérique Québec, du Nord. en Amérique du Nord. C'est vrai. Il me fallait que j'y aille pour visiter et voir si ça me plaisait. Ouais. Et du coup, j'ai eu cette offre au Témiscamingue qui, je n'avais jamais entendu parler du Témiscamingue de ma vie. Hein. Personne dans mon entourage, personne ne dit tu vas où et tout. Je sais pas, c'est au Québec. C'est en région, c'est la campagne, on va essayer, on verra. Et je me suis dit, bah allez, on se me lance et j'y vais. Tu avais déjà comment on dit, tu avais des connaissances. Quand je dis connaissances, I mean relatives. Mhm. Tu avais des gens que tu connaissais ici au Québec aussi. Ça t'a influencé, ça, à faire choisir le Québec? À vrai dire, je connais personne. J'ai mon cousin Ouais. qui, lui, a quitté la Réunion, la France, donc depuis une dizaine d'années. Donc ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vu. Et lui, il habite au Québec. Il est marié à une Québécoise. Donc en fait, il a trouvé l'amour ici, donc il est resté. Ouais. Comme beaucoup de monde. Comme beaucoup de monde. Ouais, comme beaucoup de monde font ça, ouais. Mais je ne l'ai pas encore revu. D'ailleurs, je vais le voir bientôt, là, la semaine prochaine. Ouais. Je ne l'ai pas revu depuis des années. Ouais. Et je connaissais vraiment personne ici. Tu n'avais pas une amie à HEC? Si, tout à fait. Donc Ouais. elle, c'est mon amie d'enfance Ah qui ah. est à Montréal. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ouais. Et elle aussi, je ne l'avais pas vue depuis 3 ans. 3 ans, elle habitait à Bordeaux et puis elle est venue s'installer au Québec parce qu'elle aussi, elle adore. Elle adore, elle ne veut plus repartir non plus. Et je l'ai revue, en venant ici, je l'ai revue il n'y a pas longtemps, il y a un mois. On a même fait un voyage ensemble au Mexique Mhm. pendant une semaine, c'était super bien. Chose qui n'aurait pas été possible si j'étais pas au Québec. Ouais. Donc, ouais, non. À part eux, je ne connaissais pas grand monde, mais Ah je ouais. me suis fait des amis. D'accord. Revenons au Témiscamingue. Non, mais moi, ce que je trouve le plus extraordinaire, il faut s'imaginer que Charlotte, qui vit sur l'île de la Réunion, c'est quoi la température moyenne sur l'année? Sur l'année, 30 degrés. 30 Ah ouais. degrés. Ah oui, il fait OK. chaud. Et humide. Ah oui, parce que vous êtes entouré d'eau, hein? Oui. C'est quoi? On dit-tu, c'est la mer, c'est quoi? Comment on L'océan l'appelle? Indien. Ah, c'est l'océan Indien, c'est ce que je cherchais. Exactement. Ah, l'océan Indien, non, mais ça doit être absolument extraordinaire. C'est Honnêtement, magnifique. là. Et puis, donc, ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, c'est que Charlotte est arrivée ici un 6 janvier 2022. Vous vous imaginez? Non, pas le 6 janvier. Tu as commencé le 6 J'ai janvier? commencé le 8. Ah, le 8. Je suis arrivée le 4 Ah, le 4. à Toronto. Oui. C'est ça, à Toronto. Et puis tu es venu me chercher. D'ailleurs, c'est toi qui es venu me chercher en voiture. Et tu m'as ramené jusqu'au Témiscamingue. Ouais. Et le choc thermique, quoi. Ouais. C'était, Ah, ouais. c'était impressionnant. J'avais jamais vu autant de neige de ma vie déjà. Et puis je m'étais préparée. Je savais qu'il allait faire froid. Mais je pense que au froid aussi longtemps, ça m'a atteint. Genre, j'étais là, genre, ah oui, il fait vraiment, vraiment froid, quoi. Mais au début, la première journée, même que quand tu es arrivé au Témiscamingue, je crois que tu m'avais dit que c'était pas si pire que ça. Oui. Si je me souviens bien, j'avais dit, Charlotte, peut-être on va arrêter au magasin, peut-être que tu as besoin d'un manteau, une tuque, des mitaines. Puis je pense que, si je me souviens bien, tu me dis, oh, c'est pas si pire que ça. Mais les gros froids d'hiver, je pense une semaine après, c'était... C'est ça. Ah Quand oui. je suis arrivée, je me suis dit, C'était le bon, Témiscamingue. voilà, exactement. Ah ouais. Parce que j'avais déjà connu l'hiver, tu sais, en Europe, c'est pas la même chose qu'ici. Hein. Exact. Mais donc j'avais déjà eu la neige, je connaissais c'était quoi la neige et tout, donc il fait quand même froid. Mais des moins 30, moi j'avais jamais connu ça. Hein. Les choses où la voiture démarre pas le matin, là, moi ça m'a traumatisée. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la folie. La voiture démarre pas le matin, tu jettes de l'eau, ça glace tout de suite. Ça, j'avais jamais vu. Puis, ce qui rajoute un peu, non, mais c'est intéressant, première semaine que Charlotte est arrivée, elle a dû aller s'acheter une voiture Ouais. chez un concessionnaire. Puis, il y a eu un froid d'hiver absolument incroyable dans les jours qui ont suivi. Charlotte devait venir travailler au bureau. Et qu'est-ce qui est arrivé? La voiture démarre pas. Elle vient de s'acheter une voiture chez le concessionnaire. La voiture ne démarre pas. C'est ça. Imaginez-vous. Ça, c'est... Ça m'a traumatisé. Il faisait un froid de canard, c'est sûr. Et je me dis, mon Dieu, mais comment je vais faire? Ça m'était jamais arrivé. Et tu sais, en plus, on me dit, bah oui, il faut brancher là. En plus, je me rappelle, on m'avait dit, branche ta voiture. Je l'ai branchée, etc. Mais la prise ne marchait pas. Ah Donc, oui? j'avais Tu le savais pas? Non, je ne le savais pas. Ah et ouais. c'est le matin que je réalise, je me dis, oh là 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 là, c'est une catastrophe, quoi. Mais bon, après, on s'habitue à tout, hein. Ah, j'imagine. Ben oui, puis non, parce que les hivers, moi, je vais parler pour moi, ou peut-être pour beaucoup de personnes, les Québécois, on aime aller au chaud l'hiver.
Et Charlotte, elle est arrivée dans le froid, pas de problème. Non, mais c'est plaisant d'aller à l'aventure, ça. Exactement. Hein? Puis toi, tu es une personne qui aime l'aventure. Parce que dans le passé, Charlotte, dans tes expériences professionnelles comme journaliste, tu es allée en Europe, tu es allée... Donc j'étais en Afrique du Sud, je suis partie en Allemagne, Oui. où j'ai fait mon premier stage en journalisme du coup. Ouais. Et puis je suis rentrée chez moi, travailler en France aussi en tant que journaliste. Donc j'ai bougé pas mal, c'est sûr. Et ça m'a apporté... du coup, c'est ça, j'ai pas peur d'aller quelque part de nouveau. Et je me suis dit, quitte à venir au Québec, autant venir au pire moment. Ah oui. On commence par le plus dur, comme ça peut aller que mieux après. Ah. Et là, avec les pissenlits qui sortent et la chaleur, crois-moi, je suis comblée. Est-ce que tu as eu la chance de rencontrer le bonhomme Carnaval? Non. Oh! Qui est-ce? Le Bonhomme Carnaval, c'est le festival, le Carnaval de Québec qui a lieu au mois de février de toutes les années. Donc, c'est un bonhomme de neige, en fait, D'accord. qui est le symbole de notre carnaval d'hiver, si tu veux. Une tradition de plusieurs décennies. Je ne sais pas, ça fait depuis combien de temps, mais c'est comme notre gros festival d'hiver. Il y en a un à Montréal aussi, mais on n'en parlera pas de celui-là. Voilà. Anyway, toujours est-il que... alors, tu nous as dit d'où tu venais, tout ça, tout ça. Pourquoi tu as décidé de venir travailler ici? Tu l'as dit, tu as eu un coup de cœur pour le Canada. Exactement. Tu voulais connaître les Québécois et les Québécoises. Est-ce qu'ils sont charmants et charmantes, les Québécois et Oh les oui, Québécoises? trop Et les gentil. Témiscamingues aussi. Bien sûr, bien sûr. Très gentil, adorable. Ah oui? Bien plus gentil que nous les Français. C'est vrai? C'est pas les mêmes, c'est pas pareil. On est tous gentils, il y a des gentils et des méchants partout. Ouais. Mais je dirais que les Québécois mettent beaucoup plus d'eau dans leur vin que nous. Ah! Nous, on n'a pas peur de dire les choses. Oui. Des fois un peu trop, même quand on ne nous demande pas. Ah, Mais, mais c'est bien aussi les Français, tu sais, on a du caractère, on en est fiers. ouais. Vous êtes tout doux, tout gentil. Ah oui. Et c'est bien, c'est pour ça que beaucoup de Français viennent ici, ça nous change de chez nous en fait, tu vois. Et puis l'accent, hein, ça charme tout le monde. Hein. Ah oui, hein? Ouais. Ben, nous aussi, quand on va en France, ils aiment bien notre accent. Maintenant, je reviendrai sur mettre de l'eau dans notre vin. Mhm. C'est probablement parce qu'ici, contrairement à la France, nous, on boit de la piquette. C'est probablement pour ça C'est peut-être qu'on pour ça, oui. qu'on coupe notre vin avec de l'eau. Bon, alors, mais tu t'es fait beaucoup. Moi, une chose qui m'a impressionné, on a parlé de son travail, on parle un peu de... On parle avec Charlotte du côté professionnel, mais du côté personnel, Charlotte, c'est une personne qui est très, je dirais que tu es extrovertie, Oui. mais tu es très chaleureuse, tu te fais des amis rapidement, facilement, puis je pense que ça a dû rajouter à ton expérience Tout à fait. de vie ici au Témiscamingue, parce que ça n'a pas été long, là, toi. Là, Exactement. ouais. En fait, j'ai la chance d'avoir un métier où on rencontre du monde tout le temps. C'est l'avantage d'être journaliste, j'ai rencontré beaucoup de monde rapidement. Et je ne suis pas devenue amie avec tout le monde, mais ça m'a permis de connaître des gens de divers milieux, notamment beaucoup de Québécois de divers milieux. Ouais. Et du coup, tout de suite, tu te sens intégré dans la communauté, etc. Mais c'est grâce à mon job, hein. Ouais. C'est super. Et puis, il y a aussi l'aspect d'être une PVTiste, donc une Française qui vient en... Ah, PVTiste. Oui. Oui, allez-y. C'est les visas de travail comme le mien, donc Ouais. pour combler le manque de main-d'œuvre au Québec. Ouais. Là. Permis vacances-travail. Exactement. PVT, ouais. Il y a cette solution qui a été apportée, un accord entre la France et le Canada. Ouais, ouais. Dans tout le Canada, pas qu'au Ah, Québec, d'accord. qui permet aux Français de venir travailler pour une période de 2 ans. Il faut avoir un certain âge, il y a certaines conditions, etc. Et c'est pour combler le manque de main-d'œuvre. Ah, Et du coup, on est très nombreux, hein, on est très nombreux à venir de plus en plus. Il y a même, pour plein de pays, on peut juste poser sa candidature. Mais pour le Canada, pour les Français, c'est la roulette russe. Parce qu'il y a tellement de Français qui veulent venir qu'on est tiré au sort. OK. On ne peut pas Ah, juste... oui. Ouais, c'est parce qu'il y a trop de Français qui veulent C'est venir. vrai. Il n'y a pas assez de... Ouais. Ouais, je te jure. Et moi, j'étais tirée au sort, comme mes autres amis PVTistes, du coup, qui sont venus ici. Et j'en ai rencontré 2, notamment. Donc, non seulement j'ai rencontré des Québécois, mais j'ai aussi rencontré des Français qui sont dans le même cas que moi, qui sont venus à l'aventure au Témiscamingue, qui jamais ils connaissaient, ils avaient entendu parler. Et du coup, bien sûr, ça crée des liens.
Du Ah coup, je me sentais pas seule, c'est sûr. Tu as eu la chance de un peu quand même amener avec toi un peu de ta culture. Donc, ce que vous autres, les vendredis soirs ou en tout cas Mhm. en fin de semaine, vous faites ce qu'on appelle des pots. Ouais, C'est-à-dire que l'apéro. l'apéro, c'est convivial avec des amis. On s'assied Exactement. alentour d'un repas et de l'apéro. Hein. Oui. Vous faites ça, vous avez fait ça. Hein? Bien sûr. Mais bien sûr, en utilisant les produits locaux. Hein. On Ah boit la oui, bière oui, oui. locale, on goûte les merveilles du Témiscamingue. Qu'est-ce que tu as goûté qui était bien? Ah, je le sais qu'il y a quelque chose que tu as goûté qui était très bien. Tu me l'as dit l'autre jour. Ouais. Alors, c'était? Alors, mon petit préféré, le sirop d'érable. Hein. Tout ce qui est à l'érable, quoi. Ouais, C'est toi qui m'as offert en premier les bonbons. ouais, Les bonbons à l'érable. Donc, j'ai eu une addiction. J'ai mangé ça pendant tout l'hiver. ouais. J'aurais pas dû d'ailleurs. Et puis j'aime beaucoup la vinaigrette à l'érable, le réduit à l'érable. Ça, c'est mon C'est quoi ça, le réduit à l'érable? C'est du gin. Je ne suis pas la meilleure personne pour expliquer, mais c'est de l'alcool avec de l'érable. Donc je sais bon? qu'ils en font avec du gin. Moi, c'est celui que j'aime bien. Je crois qu'ils en font aussi avec du rhum ou de la vodka. Je ne suis pas sûre. J'ai jamais entendu parler de Mais c'est très très bon. Et ouais, c'est tout ce qui est à l'érable en fait. ça. Donc, le gin à l'érable, t'as pas fait de folie avec ça? Hein? T'as-tu Si, des si. anecdotes à nous raconter? Je pense que je vais les garder pour moi. Retournons dans le professionnel. Alors, ta plus belle découverte. Ah, tiens, ta plus belle découverte culinaire. Ben, culinaire, mais en même temps, ben oui, on est là-dedans. Tiens, on est dans le sirop d'érable. Allons-y. Au-delà du sirop d'érable, j'ai goûté la poutine. Que j'aime bien, c'est pas ma préférée, mais c'est traditionnel. Tu sais, après un week-end de fête, t'as envie de manger bien gras. C'est idéal, une poutine, en fait. Ouais. C'est tellement bon. Donc, ouais, je dirais que c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais sinon, au Témiscamingue, j'ai vraiment aimé certains produits locaux. Bon, j'ai pas envie de faire de la pub, mais moi, c'était mes coups de cœur, genre le fromage au village. Ah oui? Ah, mais moi, je suis française, hein. Ah oui? Le fromage, nous, on se baigne dedans. Hein. Ah, ah. Alors, lequel t'as choisi, que t'as beaucoup Le aimé? cendré, il y en a un, il est cendré là, c'est une merveille. Et puis ils font aussi une fondue. Et donc moi, j'ai des attentes au niveau du fromage, hein, quand même, c'est difficile. Et j'aurais jamais cru, mais alors la fondue du fromage au village, oh là Ah là là là. ouais? Ah, comme celle qu'on mange en Europe, quoi. Je recommande. Ah, je le retiens, ça. Ça rentre ici et ça reste là parce que... Tu seras pas déçu. Ah oui, non, mais la fondue, c'est quelque chose, par exemple. C'est sérieux, là. Ah, dis-moi, si on revient au côté professionnel, tu as eu... moi, ce que j'ai trouvé intéressant, véritablement, c'est un peu la commande qu'on t'avait passée au départ, quand tu as débuté à TV Témis, c'était que on voulait, nous, avoir... on voulait que tu touches à différents sujets dans différentes sphères d'activité, notamment les arts et la culture, la politique, ensuite de ça, l'économie, bon, le social, le domaine social. Alors, toi, ce qui est le fun, c'est que tu as touché à ces différentes sphères-là dans différents secteurs du Témiscamingue. C'est sûr. Est-ce qu'il y a là-dedans un sujet ou même peut-être une entrevue qui t'a interpellé, puis peut-être qui t'a marqué d'une façon ou d'une autre? D'accord. Ben écoute, j'en ai fait beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé, parce que moi j'aime beaucoup bouger, donc les entrevues qui m'emmenaient un peu plus loin. Tu sais, genre, par exemple, aller visiter une érablière à Laniel ou aller voir ce nouveau restaurant là-bas. Ou j'ai beaucoup aimé travailler avec le Rift au Ville-Marie parce que j'adore l'art. Donc j'y allais souvent. Là-bas, c'est quand même le centre culturel du Témiscamingue, Ouais. donc beaucoup de choses se passent là-bas. Pardon. D'ailleurs, les gens très sympathiques, très sympathiques. J'ai vraiment beaucoup aimé parler avec eux, mais même, encore une fois, Chocolat Martine, tu sais. En fait, j'ai tellement touché à tout que j'ai aussi découvert la culture par mon travail, la culture témiscamingue par mon travail. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment un ensemble de tous ces reportages avec également ceux qui n'étaient pas forcément marrants. Marrants voulant dire, tu sais, les problèmes en région, parler des problèmes politiques, la pénurie de main-d'œuvre, les problèmes de santé et tout ça. C'est en faisant tout cet ensemble-là, que ce soit les côtés positifs et les côtés négatifs, qui font aimer la région. C'est parce que tu apprends vite et tu apprends
aucun endroit n'est parfait, hein, on le sait très bien, et tu apprends le positif et le négatif, ça te permet d'avoir une vision globale de là où tu te trouves en fait. Pour quelqu'un comme moi qui ne connaissait pas les lieux, c'était idéal pour apprendre à connaître là où je suis. Ça, c'est très intéressant. Si on reprenait, par exemple, la problématique de la main-d'œuvre. Là, je fais un petit stop ici en voulant dire que le problème de la main-d'œuvre, là, on la retrouve un peu partout. Mais est-ce qu'il y a un élément qui est peut-être un peu plus propre au Témiscamingue, une problématique, un défi propre au Témiscamingue, ou alors peut-être qu'on retrouve dans une autre région, mais qu'on ne retrouvera pas dans un grand centre comme Montréal, par exemple? Oui. Est-ce que toi, à travers toutes tes entrevues puis tes reportages, y a-tu quelque chose là-dedans là, que tu espères là, que dans 5 ans, là, ça va être réglé, là, par exemple? Oui. Vas-y. Alors, moi, il y a tout de suite ce qui me vient à l'esprit. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le manque d'accès aux services de santé essentiels. Ça m'a vraiment marqué parce que... Et en plus, j'ai parlé avec donc, les députés provinciaux, etc. Et c'est un problème qui revient tout le temps, en fait. Et déjà que c'est un problème dans l'ensemble du Québec, même dans les grands centres, mais c'est encore plus en région. Et on le sent, genre... C'est dommage que les Témiscamingues, on dirait qu'ils sont délaissés à ce niveau-là. Alors que la santé, c'est essentiel, en fait. Genre, c'est la base de la vie. Si on n'a pas la santé, on n'a rien. Ouais. Et ça a un impact, ça a un effet domino sur exactement. d'autres aspects de notre life, de notre vie, personnelle et professionnelle même. Exactement, et qu'il y a des services qui soient fermés parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre, etc. Et du coup, les gens sont obligés de se déplacer jusqu'à je ne sais où, Rouen, là-bas. Absolument. C'est loin, hein. S'il y a un accident, s'il y a un problème. C'est vrai, ça m'a vraiment marqué. Donc, ça serait une première chose que je trouve qu'il faudrait vraiment... Et je sais que les députés, ils insistent, ils sont là à se battre pour ça et j'espère qu'ils se feront entendre parce que c'est pas normal. Oui. C'est vraiment pas normal. Donc, première chose. Oui. Après, c'est vrai, la pénurie de main-d'œuvre est visible dans tous les secteurs en fait. Et moi, ce qui m'avait pareil, c'est ce qui m'avait marqué aussi. Donc, ça m'a moins marqué peut-être que la santé, mais beaucoup de gens ici viennent vivre en région parce qu'ils veulent une vie tranquille en famille, vivre au calme, dans la nature et tout. Sauf qu'il n'y a pas de moyens pour eux pour faire garder leurs enfants. Et ça m'a marqué. Il n'y a pas de garderie. Ils sont obligés de soit sacrifier leur vie professionnelle pour un des parents sacrifie sa vie professionnelle pour garder leur enfant. Et beaucoup de gens font ça ici. Et c'est dommage, c'est pas comme ça que ça devrait être. Ouais. Souvent, ça va être la femme, pas tout le temps, mais tous les deux ont droit à avoir une vie professionnelle et à avoir les enfants qui sont gardés. C'est normal. Oui. Et c'est vraiment dommage qu'il y ait ce manque. Voilà. Et aussi, on fait, je trouve, moi personnellement, mais Charlotte, elle l'a vécu aussi, arriver, mettre les pieds au Témiscamingue. Je veux dire, moi aussi, je trouve ça génial, absolument génial. Les gens sont merveilleux. Là, moi, je trouve la problématique, c'est le logement. Alors, on a dû, nous, se démener pour trouver un endroit. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Pour Charlotte, oui. Elle s'est trouvée un coloc absolument merveilleux. Salut Guillaume! Guillaume, on te remercie Guillaume. Guillaume, franchement, on apprécie parce que sinon, on n'aurait pas eu Charlotte. Et puis, c'est bien vrai. Oui, c'est vrai. Puis, moi, je trouve que les efforts qu'on fait à promouvoir le territoire du Témiscamingue, c'est une chose, mais pas être capable de les accueillir en ce sens qu'on n'est pas capable de les loger, ben ça vient un peu mettre un frein à tous ces efforts-là. Et je suis d'accord parce que moi-même qui ai eu de la chance de ne pas avoir cette problématique, tous les amis, tous les gens que je me suis fait, que j'ai rencontrés après ils me disaient « Ah bon, mais toi, tu n'as pas eu ce problème ?» parce que tout le monde a eu ce problème à part toi. Et c'est marrant, du coup, j'en ai parlé avec beaucoup d'amis à moi, notamment les Français PVTistes, ou les Québécois qui arrivent, ou les autres nouveaux arrivants d'ailleurs. Et ils ont tous eu des soucis de logement, quoi. C'est dramatique. Oui, c'est dramatique. Donc je m'estime vraiment heureuse de ne pas avoir eu ce problème-là. Mais je me suis rapidement rendu compte que c'était un vrai problème ici au Témiscamingue et en région en général. Oui, exact. Puis là, on parle pour une personne. Imaginez, Charlotte le dit, si c'est une famille, si on est deux, un couple, si on est trois parce qu'on a un enfant, je veux dire, c'est impossible. C'est compliqué. Puis c'est malheureux. Je ne sais pas. Charlotte a déjà fait une entrevue là-dessus, je crois. Une ou deux peut-être. En tout cas, ce sujet-là est revenu. La crise du logement, c'est un sujet qui revient tout le temps.
Puis nous, tout ce qu'on souhaite, c'est que cette chose-là se règle. Alors, il y a des gens qui nous écoutent, il y a des gens qui nous entendent. Ça devrait être une priorité numéro 1 au Témiscamingue avec ce que Charlotte a mentionné au niveau La santé. de la santé. Ça, c'est des différents paliers du gouvernement, mais comme ils sont tous là à nous regarder et à nous écouter, Charlotte a travaillé, a passé en entrevue tous les 3 paliers du gouvernement, municipal, provincial et fédéral. Alors voilà. Alors on le dit encore une dernière fois, c'est hyper important. Charlotte, est-ce que tu recommanderais ton job, pour le dire comme toi tu le dis, à quelqu'un d'autre? Est-ce que ton expérience là, dans son ensemble, est-ce que ton expérience, oui, est-ce que tu recommanderais à je ne sais qui viendrait peut-être ici, même s'ils savent qu'il n'y a pas de logement qui les attend, à venir travailler chez TV Témis? Oui, non, pourquoi? Qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as moins aimé, en fait, dans ton travail, puis pourquoi? Bien sûr, moi je le recommanderais très fortement. Moi ça s'est très bien passé, honnêtement. Je ne dis pas ça parce que tu es là. Hein. Ça s'est vraiment bien passé. J'étais agréablement surprise d'avoir beaucoup d'autonomie. Donc aussi d'avoir mon bulletin qui m'a permis de vraiment mettre les angles de mon histoire, tu vois. J'avais une belle équipe, je travaillais avec Fred, ça s'est très très bien passé, qui me filme actuellement. Faudrait mettre le visage de Frédéric en caméo. Mon idée, c'était de sortir une caméra, mais il est dans la régie, puis les caméras sont occupées. Donc. C'est ça, justement, le fait d'avoir une petite équipe, je nous trouvais efficace. Ça m'a changé parce qu'avant, moi, où je travaillais en France, c'était une grosse salle de rédaction. C'était plus impersonnel et c'était bien aussi, mais ça m'a permis de voir une différente façon de travailler, donc j'ai beaucoup aimé ça. Et comme on l'a déjà mentionné, le fait d'avoir ma première expérience télé, ça c'était super. Genre j'ai vraiment beaucoup appris, j'étais dans le bain tout de suite et j'ai beaucoup aimé ça. Et je recommande bien sûr fortement aux gens qui aimeraient tenter l'expérience, notamment à des nouveaux diplômés en journalisme qui aimeraient essayer de voir. Et puis le Témiscamingue, c'est magnifique. Absolument. Que vous venez pour quelque temps, que vous venez pour longtemps, ça vaut le détour en fait. Absolument. Donc, voilà. Moi, je suis d'accord avec toi. Charlotte, est-ce qu'on va te retrouver à, je sais pas moi, Radio-Canada un jour? Écoute, je ne sais pas encore, mais je vais rester dans le secteur des médias, c'est sûr. Peut-être avec Radio-Canada un jour, si vous voulez m'embaucher. Je suis là! Tu pourras présenter tout ça dans ton portfolio. C'est ça. Non, oui, je vais continuer à travailler en tant que journaliste au Québec. Je ne sais pas où exactement et pour combien de temps, parce que ça fait partie d'être une PVTiste, tu voyages beaucoup. Ouais. Tu n'es pas lié à ton employeur, tu peux voyager sur 2 ans, donc voyager et travailler. Ouais. Mais c'est sûr, ouais, je vais continuer. Moi, c'est mon job et c'est ce que j'aime faire et je vais continuer, ouais. Parlant de voyager, Charlotte, durant tes fins de semaine, toi, tu en as profité vraiment. Là. Ah oui. Alors, raconte-nous une anecdote ou deux. Ok. Alors, au Témiscamingue ou ailleurs? Bon, moi, je suis partie partout. Mais pendant que tu étais ici, là, au Témis, okay. Pendant tes fins de semaine, pendant que tu travaillais pas. Comme je suis arrivée en plein hiver, j'ai fait beaucoup d'activités en plein air que j'avais jamais fait du coup. Donc, marcher dans la neige avec des raquettes, ça c'était une nouveauté. Je ne savais même pas les mettre au début. J'étais déjà, comment ça se met je ne sais pas comment les attacher, on a dû me montrer, etc. Et au Témiscamingue même, j'ai fait Récréo des 15, beaucoup de randonnées. C'est magnifique, j'avais jamais fait de randonnée dans la neige et du coup ça j'ai adoré. En Abitibi, j'ai fait du chien de traîneau, j'ai fait du fat bike. C'est vraiment des activités hivernales que j'avais jamais fait, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et puis bien sûr après, j'ai pris ma voiture et je suis partie à Toronto, je suis partie à Ottawa, j'ai vu les convois de la liberté à l'époque. C'est unique, ça. Ah, c'était unique, ouais. C'était vraiment unique, ouais. Et oui, j'ai fait beaucoup de choses. Je suis partie à Montréal plus récemment. J'ai beaucoup aimé, ce que j'ai aimé au Témiscamingue, c'est la proximité avec l'Ontario. Et d'avoir cette possibilité de passer de l'anglais au français et du français à l'anglais rapidement. D'être exposé aux deux cultures et de voir comment aussi vous cohabitez ensemble. Je trouve ça magnifique. Et ça m'a beaucoup plu ça avec le Témiscamingue, vraiment cette proximité avec la frontière. C'est vrai, hein? Ouais. C'est vrai. Ça, c'est vraiment spécial au Témiscamingue. Genre, quand tu es au Québec, c'est pas ça, comme ça partout, donc j'ai beaucoup aimé ça. Ouais. Très bien, pour utiliser
une des expressions de Charlotte. Charlotte, quand elle pose une question et que son interview est terminée, souvent, elle dit « très bien ». Je dis beaucoup ça, oui. Elle dit « très bien », oui. Elle va dire « est-ce que tu peux m'en parler un peu aussi ?» Je voulais commencer une question avec « est-ce que tu peux m'en parler un peu ?» Bon, est-ce que tu peux... Mais Charlotte, elle a fait une entrevue en anglais. J'ai trouvé que ton anglais était excellent. Merci! Vraiment, j'étais comme « wow! » Ah, il faut, hein. Fait que là, je vais essayer de me trouver une dernière petite question. En anglais cette fois-ci. OK. Let's do it. Yeah, let's do it. She is willing, so let's find a question. OK, as-tu pratiqué? Ben, je pense que, en fait, c'est parce que Charlotte m'a donné des questions, comme je l'ai dit tantôt, mais tu as pas mal couvert tout. Un peu l'aspect, ouais. Tu le savais, hein? Alors, OK, Charlotte. OK, I have a question for you, Charlotte. Tell me. Where are you going next? Professionally. Now you're finishing your contract with TV Temis. We are happy to have you. We're sad to see you go, and but we take every how can I say that? We're just appreciative of everything you gave us. Actually. Thank you so much. Yeah, really. So let's just savor this moment. And you know what? Charlotte says, she said she's on a PVT. Work, So- it's in English, it's Working Holiday Visa, WHV. Okay, the Working WHV. Holiday Visa. So now she's on another adventure, if I may say. So what's next for you, Charlotte? I'm going to go to the city. I'm going to go to Montreal. Okay, not sure. Is that a good thing? Yeah, perhaps. Okay, Just to go see, I have to compare the countryside and the city. Yes, absolutely. I'll go Okay. there for a bit, work as a journalist as well until the end of the year. Yeah. And I was thinking maybe in 2023, maybe go to the west again. Oh. Alberta, Canada is so huge. I want to see it all Definitely. if I can. Oh, So that's the yeah. plan. Because you have 2 years, right? Yes. My Okay. first year I want to spend in Quebec. Okay. I want to see all of Quebec yeah. before I go anywhere. And then perhaps Alberta. Perhaps Alberta, indeed. Oh my God. Oh my God. I love Alberta. Alberta and British Columbia. It's beautiful. Yeah, these two provinces, oh, it's fantastic. Mais je reviendrai au Témiscamingue aussi. Hein. Oh, yeah? Je compte revenir pour... Ça, c'était sa dernière question. Est-ce qu'elle va revenir au Témiscamingue? Oui. You're coming back to Il y a la Témiscamingue? foire gourmande, tu peux pas la manquer. Ah, Eh oui. On mais m'a ça, dit c'est au viens mois et d'août, mange. ça. Oui, Ah, d'accord, Très bientôt. D'accord. je serai là. Ah, d'accord. So it's a in and out. Charlotte is going back home right now for a few weeks. C'est ça. And then she's coming back to Quebec and then to take on another adventure. Exactly. Charlotte O'Haraud, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que tu voudrais dire un petit dernier mot à ton super collaborateur, Monsieur Frédéric Patoine, Oui, bien qui sûr. t'a accompagné Bien sûr. pendant toutes ces entrevues-là et ces reportages-là? Ben, lui-même, il le sait très bien. Sans lui, j'aurais pu rien faire Ah, parce que je suis pas du tout douée avec les caméras. Ouais. Donc, on a fait une très belle équipe, tous les deux. C'était vraiment lui et moi à travailler ensemble tout le temps. Donc, Info Témis, c'était vraiment lui et moi. Et bien sûr, je remercie tous les gens qui nous ont regardés, qui nous ont appelés, qui ont proposé des reportages. Les Témiscamingiens se sont montrés très ouverts d'esprit, très... Tu sais, il y en a certains qui avaient peur de la caméra, mais beaucoup ont dit « Mais oui, bien sûr, on veut raconter notre histoire, ça fait longtemps, etc. Merci pour tout. » Très reconnaissant, en fait. Et rien que pour ça, merci. Je me suis vraiment sentie accueillie très chaleureusement. Eh bien, voilà. Ouais. Charlotte O'Haraud, un gros merci de ta Merci à toi. présence à TV Témis. Ça va me manquer. On t'a adoré. Merci beaucoup. Merci Marco, merci à tous. Au revoir.